Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous accueillir tous sur le campus Montmusard de l'Université de Bourgogne, qui est une université importante, qui est un des principaux employeurs de la région, qui rassemble 28 000 étudiants, toujours davantage chaque année. Et puis l'Université Bourgogne-Franche-Comté a identifié 6 grands domaines d'excellence académique. Et un de ces grands domaines est santé, et au cœur de ce grand domaine santé, eh bien, figurent clairement les apprentissages moteurs comme un des pistes d'avenir pour la recherche académique en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, alors le projet MAMI est un projet qui a été financé à la fois par l'ANR et par la CNSA. C'est un projet qui comporte 2 volets. Un volet de recherche que l'on peut qualifier de fondamentale, dans le champ des effets des maladies de type Alzheimer sur la motricité, et d'autre part un volet technologique qui avait pour but de développer des outils utiles à la rééducation de ces patients au début de l'évolution de la maladie. Mon rôle dans ce projet a été la coordination. La coordination d'un projet de ce type, c'est s'assurer de son bon déroulement dans le temps, c'est-à-dire pendant 4 années. C'est à la fois un rôle dans le lien avec les financeurs, avec l'ANR, et d'autre part d'établir des liens scientifiques en particulier, entre les différents partenaires. Et peut-être est la chose essentielle de favoriser une culture commune aux différents partenaires. Alors, quelle réflexion peut-on avoir au sein du projet MAMI, maintenant que celui-ci s'est développé, et par rapport à l'idée que l'on pouvait en avoir au départ? Parce qu'au départ, on pouvait se dire, mais enfin, comment est-ce qu'on va arriver à faire travailler ensemble tous ces professionnels? Et donc, j'ai trouvé, moi, qu'il y avait eu une véritable entente qui s'était mise en place progressivement dans le cadre de ce projet. J'étais très sensible à l'aspect humain de cette recherche, et je pense que cette entente était possible parce que, justement, nous avions tous petit à petit intégrer cet objectif d'aller dans le sens d'un apport, d'un bienfait donné aux personnes. Et il fallait que nous soyons d'abord tous concernés par l'enjeu de société, l'enjeu de santé publique que représentait un tel projet pour qu'un tel accord se mette en place. Le rôle du CM2R est d'être dans l'interaction avec les équipes de recherche, en particulier au niveau de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et l'intérêt, c'est d'être un terrain expérimental, parce qu'en même temps, on est dans une maladie qui nécessite une évolution des connaissances, à la fois sur l'aspect thérapeutique, mais du plan de soins, de la prise en charge. Et pour moi, c'est parfaitement l'illustration de l'intérêt de collaboration, puisqu'on est un CHU donc avec une composante universitaire, mais avec les chercheurs à proprement parler, dont c'est le métier, au sein des équipes universitaires. Donc je pense que c'est un vrai terrain expérimental pour mettre en place et valider des données, des idées, en même temps et en proposant à des personnes qui sont volontaires et qui consentent à participer à des expérimentations. Bon, alors vous avez bien dormi cette nuit? Ah oui, mais ça commence à aller mieux. Parce que moi, j'ai le café à 11h. Ah, maintenant il est 11h? Oui, début soir. Vous vous rappelez ce qu'on fait ici? Ben oui, vous vous faites apparaître des objets sur l'écran. Par magie. Et puis moi, avec un doigt et une main, je sais pas, je les montre, puis je les mets là, quelque part. Excellent. Il y a la couleur aussi. Exactement. On va mettre les lunettes pour commencer. Allez, réglez-les comme vous voulez. Elles sont bien? Allez, je vous laisse vous lever. Avancez. Encore. Encore, ouais. Encore un petit peu. Donc là, il va y avoir que des pommes qui vont apparaître, comme la dernière fois. 9 pommes qui vont apparaître. Il faut les prendre toutes, une par une. Donc je les prends, je me baisse pour les poser. Ok? Ok.
C'est parti. Allez, sans se tenir. Allez. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. Très bien. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur Excellent. les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace. Où le soir, je retrouve mes poteaux. Ben voilà. Excellent. Ouais, comme vous voulez. Allez vous asseoir un peu, faites une pause. Les connaissances assez récentes sur la maladie d'Alzheimer permettent de comprendre que cette maladie passe par différents stades dans sa présentation clinique. On sait maintenant qu'il existe une situation préclinique, puis une situation de troubles cognitifs mineurs, avant de générer des troubles cognitifs majeurs. Donc la population qui était qualifiée de MCI est celle qui présente des troubles cognitifs mineurs, c'est-à-dire là où les symptômes de la maladie d'Alzheimer ne gênent pas, en tout cas ne retentissent pas sur l'autonomie et le statut fonctionnel des patients. Non, mais on se le croirait presque au printemps. Et là, nous avons essayé de participer dans ce cadre à la charte éthique d'une part, ça c'était ce que j'ai fait moi en tant que philosophe, comment essayer de faire en sorte qu'une telle étude apporte un bienfait aux personnes, que ces personnes ne soient pas volontarisées, qu'elles soient vraiment volontaires pour travailler dans ce champ, comment faire pour que les chercheurs eux-mêmes sachent s'adresser à ces personnes qui sont au début de la maladie d'Alzheimer. D'autre part, nous avons fait un certain nombre d'entretiens sociologiques, cette fois c'est mes collègues de sociologie qui ont travaillé sur cet aspect, parce qu'il n'était pas du tout évident que des personnes âgées et des personnes âgées atteintes par la maladie, même à un stade modéré, soient capables de se prendre au jeu d'un univers virtuel. Et finalement, les entretiens ont montré que si, c'était bien possible. On a eu des retours tout à fait positifs dans ce sens. Oui, je voulais savoir ce que vous avez pensé là de la petite séance. Est-ce que vous avez trouvé ça amusant ? Est-ce que vous avez eu plutôt l'impression de faire un exercice ? Est-ce que ça vous a... Je sais que c'est un exercice. Oui. Hein ? J'en suis conscient. C'est pas déplaisant. D'accord. Et honnêtement, vu ma constitution, ça n'est pas fatigant. Pas fatigant. Pas du tout. Faut vraiment prêter attention. Ah, d'accord. Ce qui n'est pas évident. Non. C'est par exemple parce que vous avez vu avec les 4 pommes là. Oui, oui, oui. Ça c'était plus difficile. Ben, c'est-à-dire que on sait en mémoire qu'il y en a 4. Oui. Il faut les remettre dans l'ordre, c'est pas notre art. Ouais. D'accord. Ben alors quand il a dit qu'il y en aurait 5 à la prochaine séance. Oh, alors là. Peut-être falloir répéter la nuit. Alors s'il y en a 5, là je crois qu'il est vraiment gueulé. Et qu'est-ce que vous avez pensé des lunettes, par exemple ? Est-ce que c'est une gêne ? Si les lunettes semblent indispensables pour voir, Oui, c'est normal. oui, oui. Mais ça ne vous gêne pas pour... Non. Elles sont pas lourdes. Hein. Elles sont pas lourdes. Bon. Puis on sait que c'est momentané. Ah oui, 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 oui. Peut-être qu'on va avoir le temps de passer aux exercices avec 10 pommes. Ça vous Moi, parle ? je veux bien. Hein. Mais vous attendez pas à un miracle. Hein. Alors, quels sont les enjeux éthiques du développement de technologies auprès de personnes âgées vulnérables ? Ceux-ci sont variés parce que nous sommes dans une démarche de thérapie non médicamenteuse. Nous sommes dans une démarche où nous voulons apporter aux personnes, par l'intermédiaire du mouvement, des aptitudes supplémentaires, en tout cas conserver ces aptitudes et peut-être même parfois en développer de nouvelles. Car il ne faut pas oublier que justement, même des personnes atteintes d'Alzheimer peuvent développer des capacités. Ça fait vraiment partie de l'image que l'on peut avoir de ces personnes. Cela fait partie aussi de l'attention que l'on va porter à ces personnes. Si les soignants s'aperçoivent de ces capacités, cela permet une prise en soin qui sera meilleure dans l'ensemble de l'accompagnement que l'on va apporter à ces personnes. Ça me paraît tout à fait indispensable. Dans les troubles cognitifs mineurs ou MCI, en fait, on sait qu'on a des difficultés donc, par définition cognitive, puisque c'est comme ça qu'on définit le cadre, et que ces troubles cognitifs perturbent eux-mêmes d'autres schémas de mémorisation, et en particulier les schémas moteurs. Et l'intérêt, justement, c'est à la fois soit de stimuler des fonctions qui sont encore efficientes, soit de désinhiber
des fonctions qui seraient non pas en dysfonction, mais qui seraient complètement inhibées parce qu'il n'y a pas en quelque sorte le starter qui déclenche le mouvement. Et l'intérêt derrière ce type de projet et derrière le fait qu'il y ait besoin justement de réactiver ou de stimuler ou de maintenir des schémas moteurs ou des comportements, justement, c'est de pouvoir, par l'intermédiaire de certains paradigmes expérimentaux, de pouvoir les mettre en œuvre. Alors, le projet MAMI repose sur l'idée qu'on ne pourra comprendre les processus de vieillissement que si on construit autour du comportement des personnes âgées des méthodes, des techniques qui permettent de quantifier les modifications de son comportement. Autrement dit, la façon dont ils attrapent les objets, la façon dont ils se déplacent dans une cuisine, la façon dont ils maintiennent leur équilibre, tout un ensemble de processus, de mécanismes qui se transforment de façon spécifique, non pas comme après une lésion, mais un processus de modification et de vieillissement des fonctions physiologiques en général. Parfait. Tenez-vous pour l'instant. J'enlève les câbles. Tac. Hop. Je lâche les mains. Donc dès que vous sentez, vous lâchez les mains. Vous gardez un point fixe et on tient 25 secondes. C'est parti? Allez, on lance 25 secondes. Voilà, on se concentre. Super, allez, c'est bientôt fini. Voilà, vous avez pété les scores, je pense. Je ne sais pas si je fais mieux. Dans le domaine de la santé, pour nous, c'était assez nouveau de travailler avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc des personnes qui sont plus fragiles que la plupart des utilisateurs qu'on a l'habitude de côtoyer. Et donc, pour ça, on a été accompagné dès le début du projet par les collègues de l'hôpital et par les collègues neuroscientifiques de l'INSERM, de façon à la fois avoir une meilleure compréhension des contraintes que ça incluait pour nous en termes de conception de dispositifs, et puis de mettre en place un scénario d'accompagnement pour que les sujets âgés soient à l'aise finalement dans l'expérience d'immersion virtuelle. Excellent, voilà. À gauche, à droite, rapidement. Et voilà, le plus vite possible, on va cibler. Excellent. On relâche, très bien. Bien. Super, et on relâche, très bien. Donc le rôle de l'Institut Image au sein du projet MAMI a été de développer des technologies de la réalité virtuelle pour permettre à un sujet d'interagir et d'être en immersion virtuelle au sein d'objets virtuels et de pouvoir réaliser des gestes particuliers pour suivre certaines recommandations des thérapeutes ou des neuroscientifiques. Donc concrètement, en fait, on a mis en place plusieurs types d'applications. Tout d'abord, avec l'aide du consortium, on a développé des scénarios qui ont permis la définition d'une application particulière, avec tout d'abord une application pour laquelle les sujets devaient aller chercher des pommes sur un pommier virtuel, donc des pommes virtuelles, et donc pouvoir faire des gestes d'aller attraper à hauteur ou vers le bas une pomme et de la mettre dans un panier virtuel. Ce dispositif a été déployé sous la forme d'un écran immersif géant, pour lequel donc, les sujets avaient une immersion visuelle relativement bonne, en stéréoscopie, donc pour avoir ces effets de profondeur également, de façon à pouvoir régler aussi l'atteignabilité de certains objets vis-à-vis du mouvement. Et une deuxième application a concerné la mise en place de couverts pour la table. Il s'agissait d'aller chercher des couverts sur une étagère virtuelle et de les poser sur une table également virtuelle. Ce deuxième type de dispositif a concerné l'utilisation de visiocasques, où la personne est équipée d'un casque de réalité virtuelle pour justement faire ces différentes tâches. Dans les deux cas, évidemment, les configurations sont différentes, puisque dans le cas de l'écran, la personne voit son propre corps et peut voir sa main qui va presque toucher les objets virtuels, alors que dans le deuxième cas, le visiocasque isole de l'environnement réel et on n'a pas de retour d'information sur son propre corps. Donc ça a nécessité pour nous de mettre en place un avatar
donc une représentation partielle ou totale du corps du sujet, de façon à ce qu'il puisse réaliser des bons gestes. Alors, en termes d'immersion virtuelle, de façon à faciliter l'application et à faciliter finalement le jeu pour les personnes âgées, on a non seulement joué évidemment sur l'image, mais on a aussi joué sur d'autres modalités sensorielles, en particulier le son, donc en l'occurrence de la musique aussi, mais également des retours sensoriels au niveau haptique, donc des vibrations lors de l'appréhension des objets. Le projet MAMI, c'est un projet sur la rééducation des mouvements, en fait, ou la dimension motrice. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on sonifie les mouvements, et si on les sonifie de façon musicale, la musique va contribuer à la réalisation de certains mouvements, pour des raisons qu'on peut très facilement expliquer. On sait notamment qu'il y a une organisation temporelle en musique qui est tout à fait forte et tout à fait spécifique, et que cette organisation temporelle va avoir pour conséquence de coordonner les cycles attentionnels du sujet, et donc ça va avoir un impact sur la programmation motrice, et ça va avoir un impact pour guider en quelque sorte l'organisation du mouvement dans le temps. Donc les études qui ont été faites chez nous ou dans d'autres laboratoires montrent que grâce à la musique, on va amplifier l'effort physique. Ça, c'est une chose qui est connue depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on met de la musique dans les salles de danse. Mais plus encore, au niveau de l'information, ça permet aux personnes de savoir quand et comment ils doivent coordonner les gestes. Donc d'une façon un peu métaphorique, on peut dire que la musique a la possibilité de prendre quelqu'un par la main et de le déplacer dans l'espace. Et on va jouer sur cette dimension-là de la musique pour faciliter les entraînements moteurs des patients. L'autre avantage de la musique, il est facile à comprendre, c'est que la musique étant une structure agréable, c'est en général plus facile de faire des exercices en musique que de les faire en silence. Donc ça joue également sur la motivation. Dans le projet MAMI, on développe un module qu'on appelle Danse avec moi. On le développe avec Danilo Spada, qui est un ingénieur qui nous vient d'Italie et qui est rattaché au LEAD. Et dans ce module, ce sont des interfaces qui permettent de lire le mouvement des personnes et qui le relient à des structures musicales. Et donc, lorsque l'on bouge, on produit la musique. Et la musique qu'on produit aide à bouger de façon coordonnée dans le temps et dans l'espace. Grâce à une solution basée sur la technologie des jeux sérieux, des jeux 3D en général, disons de la réalité virtuelle, de la capture de mouvement en particulier. On a développé ça, Danse avec moi, c'est un outil de réhabilitation ou quand même de soutien dans un parcours de réhabilitation. Et donc, l'interrogation était d'aller vers les possibilités de la personne. C'est la personne elle-même qui déclenche des sons et donc sonifie ses propres mouvements. On va voir, c'est une des interrogations, si en faisant comme ça, la personne arrive à acquérir un rythme dans la marche par exemple et devenir régulier sur ça. Donc l'interrogation, si on veut, la question expérimentale est est-ce que la musique, et plus précisément, est-ce que le rythme et la mélodie ont des effets efficaces sur la motricité de la personne? Très bien, excellent. Donc aujourd'hui, si ça vous fait mal à l'épaule, vous le dites, on va doucement. Hein. Alors la réalité virtuelle, mise à disposition de méthodes de réentraînement chez des personnes qui sont devenues hypoactives, qui ne se déplacent pas beaucoup, semble extrêmement prometteuse. Néanmoins, il faut distinguer deux aspects dans l'utilisation de la réalité virtuelle. Un aspect, je dirais, ludique, extrêmement prometteur, c'est-à-dire qui permet de manipuler un certain nombre de variables pour rendre extrêmement motivant, ou en tout cas beaucoup plus motivant que ce que font les personnes âgées en général. Et donc ça, c'est toutes les ressources de la réalité virtuelle qui peuvent être mises à la disposition dans des protocoles de réentraînement. Et puis la deuxième dimension, c'est l'immersion dans un environnement qui, comme son nom l'indique, est virtuel. Autrement dit, qui place le sujet face à une espèce de difficulté qui consiste à s'adapter à quelque chose de nouveau. Et la conséquence de cette adaptation, qui est spécifique à l'homme, de cette espèce de plasticité comportementale, c'est de revenir très rapidement à la situation de départ. Autrement dit, je me place dans un environnement virtuel, je m'adapte à cet environnement nouveau, mais dès que je quitte cet environnement, je reviens à des mécanismes sensorimoteurs, à des schémas nerveux
qui sont différents de ceux pour lesquels je me suis adapté dans l'environnement virtuel. Autrement dit, la question qui se pose et qu'on n'a pas encore résolue, c'est le problème du transfert, c'est-à-dire des adaptations, des apprentissages, des jeux qui ne sont pas directement ou automatiquement transférables à une motricité en milieu réel. Nous arrivons actuellement juste à la fin de ce projet. Nous avons recueilli un certain nombre de données scientifiques et nous n'avons pas encore les conclusions définitives. Mais j'ai la conviction que ce projet va apporter à la fois des connaissances scientifiques que nous n'avions pas auparavant sur la manière dont se modifie la motricité et les liens en particulier entre mouvement et posture. Alors l'intérêt de cela, c'est quoi ? C'est de pouvoir intervenir plus précocement dans cette maladie à titre préventif et d'asseoir des programmes de prévention, d'activité physique, de rééducation sur des niveaux de preuves scientifiques qui étaient établis, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas dans ce type de maladie. Et puis, ce projet a été d'une très grande richesse pour moi. Et il débouche aujourd'hui à la fois sur des nouvelles questions scientifiques que nous n'avions pas envisagées dans un premier temps, et d'autre part sur à la fois une réflexion, mais aussi des contacts, des perspectives, avec un certain nombre de partenaires qui, dans la société aujourd'hui, préparent finalement le développement d'une nouvelle économie qu'on appelle aujourd'hui déjà la silver economy. Alors, dans ce contexte sociétal de la silver economy, on développe des technologies pour la santé. Et il me paraît essentiel, et l'expérience de ce projet m'amène aujourd'hui à dire ça, il me paraît absolument essentiel d'avoir réussi à produire des prototypes, et en particulier un prototype de rééducation en réalité virtuelle, qui est susceptible demain de faire l'objet d'un transfert industriel, et en tout cas de constituer une base pour les outils de rééducation dans cette maladie dans les temps à venir.